Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Dacia Jogger, édition extrême de 2022. Donc les amis, aujourd'hui, une première pour moi, je teste une Dacia. Et c'est d'ailleurs même la première fois que je monte dans une Dacia. Alors, vous connaissez peut-être ce modèle, le Jogger. C'est un modèle qui est sorti l'année dernière. Et d'ailleurs, depuis l'année dernière, il y a déjà eu un restylage. C'est assez bizarre. Donc vous pouvez voir que là, on est vraiment sur une des premières qui a été distribuée l'année dernière. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le Jogger, eh bien vous le voyez, il s'agit d'un véhicule 7 places. Donc on est sur une familiale, compacte, dirons-nous. Un véhicule plutôt bien équipé, plutôt sympa, même au niveau du look, et à un tarif Dacia, donc c'est en dessous de tout ce que peut proposer la concurrence. Autre particularité de ce modèle, et autre première pour moi, aujourd'hui, on est sur un modèle qui tourne au GPL. Et c'est donc la première fois que j'utilise un véhicule qui tourne avec ce carburant. Alors, autre point que je me sens obligé de préciser, car finalement, assez peu de gens ont déjà utilisé un véhicule au GPL. Les véhicules GPL ne sont pas uniquement conçus pour tourner avec du gaz. Vous pouvez très bien le faire tourner avec de l'essence. D'ailleurs, sur ce véhicule, il y a deux réservoirs. Quand vous ouvrez la trappe, vous voyez qu'il y a le réservoir classique pour mettre le pistolet d'essence et vous avez la vanne à côté afin de remplir le gaz. Donc ce moteur à bicarburation est un 3 cylindres en ligne, 3 cylindres turbo. Celui-ci est donné sur la fiche technique pour développer 90 chevaux lorsqu'on l'utilise avec de l'essence et 100 chevaux avec du GPL. Bon, je commence tout de suite par l'endroit peut-être le plus défavorable pour un véhicule de ce gabarit, la ville. On va tout de suite rentrer dans des ruelles assez étroites. Et pour l'instant, la bonne surprise, c'est que déjà, on a une visibilité qui est assez bonne, car on est quand même relativement haut. On a une position un peu type SUV, on est un peu surélevé. Vous avez des espaces vitrés un peu partout, ça c'est une bonne chose. Par contre, en termes de visibilité, il y a quand même 2-3 points faibles. Tout d'abord, on a, vous le voyez, à l'avant, des montants relativement larges. Donc finalement, ça nous crée des angles morts à l'avant. Vous avez les angles morts aussi assez importants sur les côtés, vu que le montant est aussi assez large. Et même à l'arrière, il y a aussi les espèces d'arches qui entourent le coffre, qui vous créent des angles morts. Donc même s'il y a beaucoup d'espaces vitrés, on a aussi beaucoup d'angles morts. Dernier point qui peut gêner à la prise d'info, vous avez sur cette finition, donc qui est la finition extrême, vous avez les vitres teintées d'origine. Et franchement, je trouve que c'est dommage. On aurait eu une bien meilleure prise d'information sans ce traitement de vitres teintées. Bon, sinon, vous voyez qu'en ville, ça s'utilise finalement très très facilement. On a une direction assistée, bien sûr. La voiture se déplace sans la moindre difficulté, même avec ce petit moteur 1 litre. On n'a pas besoin de faire hurler le moteur pour faire déplacer le véhicule. J'ai oublié de le préciser, mais le modèle que je teste aujourd'hui est équipé d'une boîte mécanique à 6 rapports. Et vu qu'on est avec un moteur turbo, finalement, on a quand même une plage de régime où on sent que le turbo est assez inefficace. Je dirais qu'avant les 1500-2000 tours, on sent que le moteur il fait ce qu'il peut, mais il n'est pas au top. Et dès qu'on dépasse les 2000 tours, là, il y a un regain de couple, un regain de performance qui est quand même perceptible. Mais c'est pas, brutal, on n'a pas d'un seul coup un changement de comportement radical. C'est relativement fluide comme transition. L'autre surprise sur ce véhicule, c'est finalement pour un véhicule, on va dire, entrée de gamme ou même bas de gamme, Dacia, c'est vraiment connoté bas de gamme, eh bien, la finition intérieure et surtout le confort à l'intérieur, tout ça, c'est plutôt bon. À l'intérieur, actuellement, vous voyez que c'est des sièges en tissu. Il y a d'ailleurs des petites surpiqûres
qui reprennent globalement la couleur extérieure. On a juste un trait blanc et enfin des traits orange. Et ces sièges sont avec des réglages tout à fait mécaniques, hein, il n'y a rien d'électrique. Le confort est bon, il faut l'avouer, hein, le confort est vraiment bon. Et ce que j'apprécie vraiment sur ce véhicule, c'est que vous soyez devant, au milieu ou derrière, eh bien on a la même finition sur les sièges. On ne se retrouve pas avec une disparité au niveau de l'ambiance dans le véhicule, c'est assez homogène. Bon, vous pouvez le constater, je suis toujours en agglomération et une particularité aussi qui est appréciable pour un véhicule de ce genre, c'est finalement c'est relativement bien insonorisé. Le moteur, lorsqu'on est à l'extérieur, il est assez audible, il fait même peut-être un peu des claquements presque similaires à un diesel, mais dès qu'on roule, à l'intérieur, on n'entend pratiquement rien. Les seuls bruits qui remontent, c'est un peu les bruits de roulement quand vous roulez sur une déformation, ce genre de choses. Mais le moteur en lui-même, en restant à régime stabilisé, là je suis à peu près à 2000 tours, on n'entend rien. J'accélère un petit peu. Forcément, ça devient un petit peu plus audible, mais rien de vraiment pénalisant. On peut continuer de parler dans la voiture sans difficulté. D'ailleurs, j'ai essayé avec des passagers dans cette voiture. Eh bien, on peut même discuter avec ceux qui sont sur la 3e rangée. C'est faisable. Il n'y a pas vraiment de problème de nuisance sonore. Les amis, je suis ici comme d'habitude pour tester l'accélération. Donc, on va faire un 0 à 100. C'est pas du tout un véhicule sport, hein, je vous en doutez bien. Là, mon but, ça va essayer de voir déjà si avec ce moteur de 100 chevaux, on arrive à monter à 100 sur cet emplacement. Et surtout, d'essayer de voir s'il y a une différence de comportement entre l'utilisation du GPL et l'utilisation de l'essence. Donc, je rappelle, la voiture pèse 1,3 tonne, peut-être un peu plus avec le carburant. J'avoue que je n'ai pas trouvé de données tout plein fait. Là, j'ai le plein en carburant, j'ai le plein aussi bien en essence qu'en gaz. On est parti. Donc je rappelle, 3 cylindres, 100 chevaux. Let's go. Donc là, première accélération, je suis avec le GPL. C'est parti. Donc je monte jusqu'à 6000 tours. J'arrive à 80, 90 et 100. Maintenant, je ralentis. Donc vous l'avez très certainement entendu, hein, ce moteur peut quand même prendre pas mal de tours. Hein. Là, je l'ai monté jusqu'à 6000. Mais c'est vraiment pas comment dire, agréable au niveau auditif. C'est pas le top. Donc maintenant, je fais comme d'habitude un petit test de demi-tour. Et bien sûr, vu la longueur de celui-ci, je vais être obligé de faire une marche arrière. Donc, j'ai oublié de le dire, mais sur ce véhicule, il y en a quand même pas mal de technologies modernes. Donc, on a aussi le stop and start. Donc là, dès que je m'arrête, le véhicule s'éteint tout seul. Donc actuellement, j'utilise le GPL. Je vais changer de carburant. Donc, j'ai juste à appuyer sur un bouton. Donc quand vous passez d'un carburant à l'autre, hein, vous entendez juste une petite sonorité, enfin un petit clac. On sent qu'il y a une vanne qui doit s'ouvrir ou se fermer. Et après, la sonorité moteur change très légèrement. J'ai essayé de le mesurer au micro, enfin de l'enregistrer, mais ça n'a rien donné. Le micro n'est pas assez sensible. Donc on est reparti. Ce coup-ci, 0 à 100 avec de l'essence. Donc logiquement, on devrait avoir un petit peu moins de performance. J'ai l'impression qu'avec l'essence, on arrive assez vite au rupteur. Enfin, le rupteur intervient plus rapidement. Là, je suis à 90 et 100. Et maintenant, je freine. Fou. Alors, le frein est très surprenant parce que finalement, il est précis, il est dosable. Et lorsque vous voulez vraiment mettre le pied dedans, le frein marche super bien. Bon, après, la voiture est quasi neuve, hein. Sur ce véhicule, vous pouvez voir qu'il y a des freins à disque à l'avant et vous avez des tambours à l'arrière. Et franchement, le freinage, pour l'instant, est largement suffisant. Sur ce modèle, vu qu'on est en finition extrême, on a quelques particularités esthétiques.
Tout d'abord les jantes, donc vous voyez que ce sont des jantes noires en 16 pouces, plutôt jolies et très harmonieux avec le reste du design. Vous avez sur les côtés de la voiture des espèces de protection, c'est un genre d'autocollant par-dessus la carrosserie qui est siglé Extreme. La finition Extreme permet aussi d'avoir sur ce jogger les barres de toit qui peuvent être facilement démontées afin de les mettre dans l'autre sens. Là vous voyez qu'elles sont dans le sens de la longueur de la voiture. Vous pouvez très bien les mettre en travers si jamais vous avez besoin bien sûr de ça. Bon, pour continuer de parler de la finition, je suis quand même très surpris hein, Dacia, connoté vraiment entrée de gamme, voire même totalement bas de gamme. Eh bien, sur ce modèle 2022, j'ai pas l'impression d'être dans un véhicule bas de gamme hein, quand je monte à l'intérieur. On a un genre de tissu à damier, je ne saurais pas comment vous trouver d'autres termes pour le décrire, qui court aussi bien donc, sur les portes, sur le tableau de bord. On en retrouve le même motif sur les sièges. C'est plutôt sympa. Après, j'ai un peu peur que ça vieillisse mal dans le temps. Pour l'instant, c'est très joli et assez agréable au toucher. Sur cette voiture, vous voyez que le volant est d'un diamètre tout à fait standard. On retrouve les commandes habituelles maintenant sur les véhicules modernes, donc tout ce qui gère l'autoradio et le régulateur de vitesse. Devant moi, j'ai un compteur assez classique. Et ça, personnellement, je trouve ça plutôt bien. C'est pas un écran complet, c'est juste deux écrans, enfin deux cadrans à aiguille. Un avec le contour, l'autre avec la vitesse. Et au milieu, on a un écran monochrome à rétroéclairage blanc. Donc ça ne dénote pas sur la voiture, c'est plutôt sympa. Et on retrouve les fonctions de base, hein. Vous avez l'autonomie, ça vous dit d'ailleurs sur quel type de carburant vous êtes. Ça vous donne votre consommation moyenne, instantanée, enfin toutes ces fonctions de base. Pour tout ce qui est multimédia, vous le voyez, il y a un écran en plein milieu qui ressemble globalement à une tablette, hein. C'est pas complètement intégré dans le tableau de bord comme sur certains autres véhicules. On retrouve toutes les fonctions qu'on peut attendre dans une voiture, à l'exception du GPS qui est uniquement disponible en option. Et c'est une option qui est relativement chère, je crois que c'est dans les 500 €. Donc pour ceux qui ne voudraient pas mettre 500 € dans un GPS, vous avez ici un support qui permet de mettre un smartphone, juste en dessous une petite prise USB, comme ça vous pouvez recharger votre smartphone et utiliser celui-ci comme GPS. Ça vous évitera de mettre 500 € dans un GPS pour cette voiture. Plus bas sur la console centrale, on retrouve bien sûr les aérations, vous avez les boutons, les feux de détresse, verrouillage des portes. Et encore un peu plus bas, vous avez tout ce qui gère la ventilation. Et là, une fois de plus, je suis assez surpris, car on a des boutons avec au milieu de ceux-ci des petits écrans qui vous indiquent l'état, quoi. Donc là, avoir ça sur une Dacia, bah, très bonne surprise. En plus, c'est facile, on comprend très rapidement, la prise en main est excellente, donc un bon point. Maintenant, j'arrive sur un Dodane, donc je suis à 30 km/h. De nouveau, c'est plutôt conforme à ce qu'on attend d'une voiture de ce type, hein. Donc c'est confortable. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de prendre des Dodanes alors que j'avais des passagers et ils me disaient que peu importe où on soit dans la voiture, que ce soit sur le premier rang ou complètement derrière, même sur un Dodane à 30 km/h, pareil, le confort est plutôt bon. J'arrive maintenant dans une succession de virages, voyons comment ça se comporte. Je monte un petit peu plus haut dans les tours. Bon, de nouveau, hein, c'est pas un véhicule de sport. Je veux juste vérifier si on n'a pas une sensation bizarre, si ça tient bien la route quand on va un petit peu vite. Bon, on est un peu haut perché et bien sûr les sièges n'ont aucun maintien latéral, donc forcément ça vous calme un peu sur vos prétentions sport. Mais sinon, ça se comporte plutôt bien, hein. Une fois de plus, c'est pas un véhicule de compétition, mais vous ferez pas peur, même si vous allez un peu vite dans un virage. Allez, ici, je réaccélère un peu fort. J'essaie de remonter à la même vitesse que les autres.
Bon, c'est vrai que forcément, avec un petit moteur comme ça, si vous voulez vraiment que celui-ci vous donne l'essentiel de ce qu'il est capable de fournir, il faudra monter dans les tours. En utilisation normale, vous resterez entre 2 et 3000 tours, mais lorsque vous aurez besoin vraiment de relancer la mécanique, il ne faut pas hésiter à monter jusqu'à 5 voire même 6000 tours. Donc je rappelle que ce véhicule est disponible actuellement en neuf, bien sûr, il est sorti il y a très peu de temps, en 5 ou en 7 places. Aujourd'hui, on est sur la configuration 7 places, donc j'ai voulu bien sûr voir ce que ça donnait en se mettant comme passager. Je suis monté aussi bien au milieu que derrière, je vous donne mon ressenti quand j'y étais. Donc les amis, me voilà à l'arrière et clairement, il y a énormément de place. Les sièges sont plutôt confortables, après la finition reste basique, de toute façon c'est la même qu'à l'avant. On a une banquette ici, 3 places, qui est divisée en deux. En fait vous avez 2 tiers, 1 tiers. Tout ça est rabattable afin bien sûr de pouvoir accéder à la 3e rangée derrière où il y a encore 2 places. On verra ça dans quelques minutes. En termes de rangement, vous avez des vides-poches dans chaque porte. On a l'accès au vide-poche qui est dans le montant, dans le prolongement de la console centrale juste ici. Et on a aussi accès à une prise 12 volts. Devant nous, on a des petites tablettes, donc ça c'est bien pratique. On a de quoi se tenir, un petit crochet juste là, de la lumière si nécessaire. Finalement pour moi, le seul souci ici à l'arrière, c'est de nouveau l'absence de luminosité. Les vitres sont teintées dans cette finition extrême et ça enlève énormément de lumière alors qu'aujourd'hui il fait super beau et vu qu'on n'a pas de toit vitré ou ouvrant, forcément on est plutôt dans la pénombre. Maintenant on va voir ce que ça donne carrément dans le coffre. Les amis, me voilà maintenant sur la 3e rangée de sièges, donc tout au fond. Je rappelle que c'est une option entre guillemets d'avoir ces 6 et 7e sièges. On peut très bien avoir cette voiture uniquement en 5 places. Donc la bonne surprise déjà, c'est qu'au niveau du confort et de la finition des sièges, c'est pas des sièges d'appoint bas de gamme, on est sur quasiment la même chose que les autres sièges, que ce soit à l'avant ou au milieu. Et le sol n'est pas trop haut, parce que parfois on se retrouve à l'arrière avec les jambes très relevées. Là finalement on est dans une position standard, on a des appuis-têtes même sur cette 3e rangée, on a même un accoudoir de chaque côté. À l'arrière par contre ici il n'y a plus que 2 places, on sent que avec les ailes forcément c'est un petit peu plus étroit. En termes de rangement, vous avez un porte-gobelet de chaque côté. En dessous de l'accoudoir, ici, il n'y a absolument rien. Par contre, de l'autre côté, l'accoudoir est creusé. Je ne sais pas si c'est vraiment considéré comme un rangement. Mais bon, on peut peut-être y mettre quelque chose. Vous avez à l'arrière un port 12 volts sur le côté ici, qui permet une fois de plus de brancher un chargeur USB ou ce genre de choses. J'ai suffisamment de place par rapport au siège qui est devant moi, donc en termes de hauteur pas de problème. Finalement même un adulte peut se mettre sur cette 3e rangée sans réelle difficulté. Bon après l'accès, vous l'avez vu, c'est pas très compliqué, mais bon il faut quand même rabattre les sièges devant nous afin de rentrer à l'arrière. On ne peut pas passer par le coffre. Sinon, même problème que tout à l'heure, c'est toujours très sombre. C'est d'ailleurs pour ça que là, pour la caméra, j'ai carrément ouvert le coffre afin d'avoir un petit peu de luminosité. Sinon, je pense que vous ne m'auriez pas vu du tout. À l'arrière ici, les vitres sont entrebâillables et c'est d'ailleurs une particularité de la finition 7 places. Mais bien sûr, il faut garder en tête que si vous utilisez les 7 places, eh bien, vous perdez quasiment l'intégralité du coffre. On a sur cette voiture un espace qui est modulable, les sièges bien sûr sont rabattables et vous pouvez donc avoir un coffre qui passe de 200 litres lorsqu'on est vraiment avec 7 personnes jusqu'à près de 2 mètres cubes, donc quasiment 10 fois plus lorsque vous n'avez plus que 2 places.
Alors, on arrive maintenant sur l'autoroute. Donc là, je suis dans la bretelle d'accès. Comme d'habitude, il n'y a pas trop de maintien. Donc j'ai un peu la tête qui part vers le côté. Allez, je m'insère. J'accélère à fond. On va passer devant ce poids lourd. La prise d'info est suffisante, même si on est quand même assez ennuyé par le montant central. Donc il a fallu bien sûr que j'accélère relativement fort et que je reste sur des rapports moyens, c'est-à-dire 3, 4e, 5e au maximum. Sinon j'aurais eu du mal à m'insérer. Donc maintenant je passe la 6e, je suis à 110 sur l'autoroute, à 2500 tours. Le moteur, une fois de plus, est relativement discret. Ce qu'on entend beaucoup, par contre, c'est le bruit du vent. On a un véhicule qui est un peu haut et finalement, la sonorisation, même si elle est plutôt bonne pour une voiture entrée de gamme, on n'est pas non plus complètement coupé de tout bruit. Comme je vous l'ai dit, il y a une différence de performance entre les deux carburants. Il y a aussi une différence de consommation. Le propriétaire me disait avoir vérifié plusieurs fois et donc lorsqu'il roule avec du GPL, ce qu'il utilise donc le plus souvent, il est à un peu plus de 7 litres au 100 et lorsque vous êtes avec de l'essence, on est à un petit peu moins de 7 litres au 100 normalement. Pour l'instant, je vous dirais franchement que en utilisation normale, on ne sent pas une grosse différence de performance entre l'essence et le GPL, mais il est vrai que j'ai quand même cette impression que le GPL permet d'avoir un petit peu plus de couple à bas régime et donc des meilleures reprises. Bon, la boîte de vitesse sinon est quand même plutôt bien étagée. En 6e à 2000 tours, je suis à 90 km/h, donc je consomme très peu. Après, ce qui m'a surpris aussi sur cette voiture, c'est que finalement, pour une Dacia, c'est très bien équipé. Vous avez une caméra de recul qui est liée bien sûr à cet écran. Vous avez radar d'approche, radar anti-collision devant et derrière. Donc finalement, qu'est-ce qui manque à cette voiture ? J'avoue que je ne saurais pas dire. Elle est vraiment très bien équipée. Vous avez bien sûr les vitres électriques, enfin même les 4 vitres électriques, les rétros sont électriques. Il n'y a pas de siège chauffant. Voilà, ça, il n'y a pas de siège chauffant, il n'y a pas de siège à réglage électrique. Mais sinon, le poste de conduite est bien réglable. Le volant, bien sûr, se règle en hauteur, en profondeur. Vous avez des anti-brouillards devant, derrière. Je ne saurais pas vous dire ce qui manque vraiment sur cette voiture. Je suis très agréablement surpris. Donc finalement, pour conclure sur ce Dacia Jogger GPL, eh bien, je le redis, une très bonne surprise pour moi. Après, bien sûr, je ne suis pas forcément le client type pour ce genre de voiture. Je n'ai absolument pas besoin d'une voiture à 7 places. Mais je suis très surpris du rapport prix-prestation. Je pense que d'ici quelques temps, on va en voir plein sur la route. Car donc vous avez le véhicule que je vous présente aujourd'hui, donc dans la finition extrême, qui est une des plus hautes, pour 22 000 €. C'est finalement assez peu cher quand on regarde la concurrence. Il y a déjà maintenant assez peu de véhicules comme ça qui seraient disponibles en cette place, mais il y en a très peu qui commencent à moins de 30 000 €. Donc là, j'avoue qu'ils ont fait vraiment la voiture familiale quasiment parfaite. Bon, enfin voilà les amis, je pense vous avoir tout dit sur ce Jogger GPL. Si vous avez des questions concernant ce Jogger, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous l'avez déjà testé ou si vous le possédez, n'hésitez pas également à nous donner votre retour d'expérience, ce sera grandement apprécié, vu que c'est un véhicule qui est maintenant depuis assez peu de temps sur nos routes. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous bien sûr, comme ça vous aurez les prochains tests dès leur parution. De mon côté, je vais rendre ce véhicule à son propriétaire, que je remercie encore d'être venu jusqu'ici sur mon lieu de tournage afin que je puisse vous faire profiter de mon avis. Et si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, tous les moyens de me contacter sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, proche de Rouen. A bientôt et à tous!
certains pourraient se demander quel est l'intérêt de prendre un véhicule qui tourne avec du gaz alors qu'on est justement dans une période où le gaz est très très cher. Mais il faut bien prendre en compte que là on est sur du GPL et non pas sur du gaz naturel. Le GPL, c'est un gaz fait à partir justement de pétrole. GPL, c'est gaz de pétrole liquéfié. Donc le cours du GPL suit globalement le cours de l'essence. Actuellement, au moment où je fais cette vidéo, 1 litre d'essence, c'est environ 1,90 €, alors que 1 litre de GPL, c'est un peu moins d'1 €.